Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans les tutos Amaté. Aujourd'hui, on va parler de bases de données, de données d'enquête disponibles pour la recherche. Nous avons le plaisir d'accueillir Eric Zemtoukine, qui est responsable de l'archive de données issues de la statistique publique, qui est un des diffuseurs de ce qu'on appelle aujourd'hui de Ketley Projet d'eau. C'est un service qui existe dans le cadre d'une très grande infrastructure pour la recherche pour les sciences sociales, dans lequel nous pouvons, enfin nous, la communauté des SHS, chercheurs, ingénieurs, doctorants, et même étudiants en master, pouvons avoir accès à plus de 1500 références de données. Pour la plupart, il s'agit de données issues d'enquêtes du monde académique ou de la statistique publique. Et Eric Zemtoukine va nous présenter aujourd'hui ces différents catalogues de bases de données, qu'est-ce qu'ils contiennent et comment on peut y accéder. Donc Eric, avant de te laisser la parole pour ta présentation, je rappelle le principe. Eric va présenter les catalogues de Ketley Projet d'eau pendant 1 heure environ. Et ensuite, on discutera sur des différentes questions que vous avez. Vous pouvez intervenir soit avec votre micro, soit par le module chat ou le module questions et réponses. Donc Eric, je te laisse la parole pour cette intervention. Merci. Bien, mais écoutez, bonjour ou rebonjour à tout le monde. Et d'abord, merci pour l'invitation dans ces tutos Amaté pour pouvoir représenter un petit peu ce qu'est le catalogue de diffusion des données en France actuellement et avoir l'occasion de refaire un petit peu le tour de cette question. Alors je fais un petit salut amical à toute la classe d'Aix, dont j'ai été prévenu avant qu'elle arriverait. Donc, bonjour à tous. Et aux autres, j'ai aussi quelques collègues que j'ai reconnus dans la liste des invités dans les plateformes. Voilà. Ceci étant, donc, la présentation que je vais... Ah, c'est intéressant. Diable, le PowerPoint n'avance pas. Une petite seconde. Voilà, ça y est, il avance. Okay. Excusez-moi. Donc, je vais faire ça en 2 temps, voire en 3 temps. Représenter un peu quel est le périmètre de Ketley Projet de diffusion, parce que c'est vrai que c'est un univers un univers un peu éclaté entre différents interlocuteurs, organismes, etc. Et donc, je pense qu'il est utile de refaire un point là-dessus. Et ensuite, vous parler à la fois des catalogues de données et des informations disponibles, surtout sur toutes ces données, et de savoir où est-ce qu'on peut trouver ces informations, sachant que là aussi, actuellement, le paysage est assez éclaté et qu'il y a différentes sources et différents sites internet pour pouvoir trouver des informations sur l'ensemble des données disponibles. Et puis, je ferai éventuellement un point à la fin sur concrètement l'application de commande et comment on accède à ces données. D'abord, un petit point d'origine très rapide. Il faut dire que la diffusion de ces données a été progressive à partir des années 80, en gros. Progressive, puisqu'au départ, c'était des chercheurs d'un laboratoire, enfin, en particulier du CNRS, l'ASMAS, qui est maintenant le Centre Maurice Alvax, qui a demandé à obtenir une convention pour avoir accès à des données, en l'occurrence les données de FQP, formation et qualification professionnelle, et puis des enquêtes emploi évidemment. Et puis au fur et à mesure de ça, les conventions se sont succédées, et donc il y a eu d'abord une convention générale pour avoir toutes les données d'INSEE pour les chercheurs du CNRS, et puis enfin, avec la création du réseau Ketley au début des années 2000, suite à des missions ministérielles, en particulier menées par Roxane Silberman, qui en a fait un rapport en 99, la diffusion générale donc, de toutes ces données, non seulement de l'INSEE, mais également des services statistiques ministériels, et puis à l'ensemble de la communauté scientifique, c'est-à-dire également hors CNRS, les universités, etc. Et puis en 2012, autre événement, la création de Projet d'eau, qui était chargé de reprendre en fait l'état du réseau Ketley et de coordonner à la fois son existant et son avenir. Alors avant de rentrer dans le catalogue, je voudrais faire une précision sur le type de fichier, parce que c'est toujours
une question qui est sensible et que les gens ne maîtrisent pas toujours, de savoir qu'en fait, il y a 3 niveaux, en gros, il y a 3 niveaux de fichiers différents sur le marché, j'allais dire. Puisqu'au départ, il y a évidemment ce que produisent les producteurs comme l'INSEE, qui sont donc les fichiers bruts d'enquête, j'allais dire, et qui sont donc des données entre guillemets confidentielles, puisque là-dedans, évidemment, comme c'est des données du terrain, c'est des données d'enquête, mais avec les données du terrain, les données de gestion, etc. Ce sont des données qui sont non anonymisées, avec des variables très détaillées, et qui donc, évidemment, ne sont pas diffusées en l'état, puisque ça rouvre tous les principes de secret statistique, et qui sont donc des fichiers qui sont soit la propriété exclusive des producteurs, soit éventuellement accessibles via des contrôles et des accès très sécurisés. Donc ça, c'est la première catégorie de fichiers. À l'autre bout de la chaîne, il y a ce qu'on appelle les données standards. C'est-à-dire, en fait, les producteurs, pour certaines sources, établissent des fichiers qui sont totalement anonymisés, avec évidemment des variables très agrégées, donc par exemple une géographie très large, hein, qui remonte au département ou à la région, voire pas du tout, des professions en 8 ou 24 postes, enfin des choses très agrégées qui évidemment permettent d'assurer la sécurité et la protection des données personnelles, mais qui, en tout état de cause, ne permettent pas forcément des travails de recherche très, très évolués. Voilà. Et ces fichiers-là sont en général diffusés maintenant soit en open data, soit sur les sites des producteurs, comme l'INSEE ou sur Data.gouv, on en trouve un certain nombre. Et donc au milieu entre ces deux séries, types de données opposées et très différentes, il y a ce qu'on appelle les données FPR, les données fichiers production et recherche, qui sont en fait des fichiers qui sont plus évidemment non pas vraiment anonymisés, mais pseudonymisés, avec un petit risque de réidentification, mais a priori quand même souvent anonyme, avec des variables qui restent quand même détaillées, même si elles ne sont pas forcément aussi détaillées que les variables de données confidentielles, et qui sont précisément des fichiers créés par les producteurs à destination de la communauté scientifique. Et donc, ce sont essentiellement ces fichiers-là que la DISP diffuse, que l'INED diffuse aussi, etc. Donc, c'est important de savoir ça parce qu'il faut savoir quand un chercheur veut avoir des données, savoir selon le niveau de ce qu'il demande, il peut soit se contenter de ce qui est diffusable et téléchargeable très rapidement en open data, soit obtenir par notre intermédiaire des fichiers un peu plus détaillés, soit si vraiment sa recherche requiert des informations extrêmement fines, aller jusqu'au bout et chercher à obtenir l'accès à des données confidentielles avec une procédure nettement plus contrainte. Voilà, le point fait. Je reviens donc maintenant sur l'état des lieux du réseau et ses différents partenaires. Donc là, il y a un diagramme pour vous montrer donc, l'USR Projet d'eau qui chapeaute évidemment la diffusion de ces données. Je laisse de côté ce qui concerne la production de données, puisque Projet d'eau participe également à la production d'un certain nombre de données de grandes enquêtes internationales comme ESS ou SHARE. Mais surtout, il coordonne donc maintenant ce qui s'appelait avant le réseau Ketley et qui est maintenant appelé Ketley Projet d'eau diffusion et qui réunit en fait 4 acteurs historiques qui sont donc la DISP, donc j'en ai déjà parlé d'un mois aussi, l'archive de données de la statistique publique, l'INED ensuite, donc le service d'enquête de l'INED. Je reviendrai un peu plus en détail de toute façon sur tous ces producteurs évidemment. Le centre de données sociopolitiques, le CDSP, et enfin le centre d'accès sécurisé aux données, qui est lui, donc on verra plus tard, dédié effectivement à l'accès aux données confidentielles. Par ailleurs, pour information, puisqu'il y a quelques ingénieurs des plateformes qui sont là, je crois, le projet d'eau coordonne également les plateformes universitaires de données, qui sont des sortes de relais locaux qui à la fois animent, coordonnent, forment et sont un relais donc à l'intérieur des universités ou des MSH sur le terrain en région. Il y en a 7 ou 8 ouvertes, il y en a d'autres qui sont en train de s'ouvrir comme Toulouse et Grenoble. Et voilà. Alors, pour en revenir sur les catalogues, donc, le premier partenaire que je présente ici, donc c'est le centre de données sociopolitiques,
Eux, ils ont un catalogue à peu près un peu plus de 300 références. Ça, je vous dis, c'était des chiffres récents puisque c'est fin 2018. Avec deux types de données. Il y a des données quantitatives, c'est l'essentiel de leur catalogue évidemment, qui sont partagées en fait entre deux catégories. Il y a d'une part tout ce qui est résultats électoraux, c'est-à-dire qu'en gros ils ont à peu près tous les résultats électoraux de la Ve République, hein, quel que soit le type d'élection, présidentielle, législative, etc. Et puis ils ont un catalogue de 150 références à peu près d'enquêtes quanti, sociopolitiques, d'opinion, dont une bonne partie a été faite par le CEVIPOF, mais il y en a d'autres également, et qui sont donc détaillées sur 21 thèmes, que l'on verra quand on regardera un peu le site tout à l'heure. Et puis ils ont ouvert plus récemment un département spécifique qui lui est dédié à la diffusion de données qualitatives. Et là c'est un gros boulot. Il s'agit de récupérer en fait des archives de données d'enquêtes qualitatives menées par les chercheurs et les numériser et de les anonymiser et de les mettre à disposition. Et donc il y a un catalogue actuellement qui est de 11 enquêtes disponibles avec 10 qui vont sans doute abonder ce catalogue d'ici à la fin de l'année 2019, semble-t-il. Deuxième source de données, le service d'enquête de l'INED. Donc l'INED, en fait, évidemment, vous connaissez, il s'agit fondamentalement, ils produisent des enquêtes et ils ont choisi de diffuser eux-mêmes leurs propres enquêtes. Et donc, ils ont un catalogue actuellement disponible de 65 références qui est réparti autour de 8 thématiques sur leur site internet. Alors, pour en venir à la liste, que je détaille un peu plus parce que je les connais un peu mieux, les producteurs que l'on diffuse, donc on est catégorie statistique publique et donc évidemment le premier producteur, c'est l'INSEE, qui fait à peu près les 3/4 de notre catalogue, auquel on ajoute ensuite tout ce qui est service statistique ministériel, et donc il y en a un certain nombre, l'adresse pour la santé, la DARES pour le travail, la DEC pour la culture, etc. Enseignement supérieur, finance, sport, et ainsi de suite, avec les deux plus gros étant en termes de catalogue en tout cas, étant l'adresse et la DARES. Et à cela s'ajoute un certain nombre de producteurs qui sont des organismes qui gravitent autour des services statistiques ministériels et de la statistique publique et qui s'occupent, selon les cas, de différents secteurs. L'IRDES, c'est l'économie de la santé, le CEREMA, c'est le transport et la mobilité, l'OVE, c'est la vie étudiante, et ainsi de suite. Donc ça représente à peu près 20 à 25 producteurs avec lesquels on a établi des conventions et qui nous permettent de diffuser leurs données quand ils décident de les diffuser et de les faire passer par nous. Alors le catalogue de la DISP, c'est 200 sources pour environ 1250 références. Là, je crois que ça c'était fin 2018, on est presque à 1300 maintenant. Donc, vous voyez, comme je disais tout à l'heure, 76% de l'INSEE, 15% à peu près venant des statistiques ministérielles, et puis 10% des autres petits producteurs. Alors quand je dis, pour que ce soit bien clair, quand je dis 200 sources et 1250 références, il faut comprendre qu'une source, ce que j'entends par source et par référence, c'est que il faut comprendre que par exemple, l'enquête emploi est une source, et que l'enquête emploi 2016, et ainsi que la 2015 et la 2014 sont chacune des références de cette enquête. C'est-à-dire que tous les millésimes d'une source représentent une référence dans le catalogue, et donc c'est pour ça qu'il y a 200 sources et 1000, maintenant quasiment 1300 références. Donc pour information, on ajoute et on abonde ce catalogue d'à peu près 80-100 références par an, et on en met aussi à jour, puisque régulièrement les producteurs soit rajoutent des informations, soit en corrigent, soit font des corrections, des améliorations des données, en fonction des retours qu'on peut avoir des utilisateurs. Alors pour préciser, il faut comprendre que le catalogue de la DISP, c'est uniquement de la donnée quantitative, ce sont des enquêtes ou des bases administratives, qui sont soit des enquêtes one-shot, mais pour beaucoup des enquêtes répétées en série. On a une profondeur historique assez lointaine quand même, puisque la plus ancienne date de 54. Par exemple, l'enquête emploi, les premiers chiffres, enfin les premières données datent de 1962, donc on a quasiment 60 ans d'enquête emploi. Ce sont les enquêtes évidemment qui ne concernent que la France métropolitaine et ou DOM pour un certain nombre
de référence. Ce sont des données individuelles ou agrégées, et certaines sont faites évidemment maintenant dans des programmes ou des cadres européens. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des différentes sources, mais il faut savoir, on regardera ça un peu plus précisément sur le site tout à l'heure, que le catalogue de la DISP, il est en gros réparti en items, que vous voyez ici à gauche, hein, donc population et démographie, travail et emploi, salaire et revenus, éducation et formation, conditions de vie, santé et protection sociale, des enquêtes d'opinion, quelques sources entreprises, mais assez peu, des données localisées et des données historiques. Là, il y a une ou deux références spécifiques, en particulier des tableaux et des résultats de recensement de la France au XIXe siècle, issus de travaux d'Emmanuel Leroy-Ladurie. Alors là, je rentre un peu plus dans le détail, mais encore une fois, je pense que je ne vais pas détailler. Là, c'est juste des exemples par différents thèmes des principales sources, mais vous verrez, vous aurez l'occasion de voir ça nettement plus détaillé sur le site. Et on regardera tout à l'heure le site, donc je crois que ce sera plus parlant, et vous pourrez ensuite vous naviguer directement sur les sites pour regarder ce qu'il y a si ça vous intéresse. Donc voilà, donc population démographie, évidemment, par exemple, c'est le recensement essentiellement et l'état civil. Et ainsi de suite, travail emploi, enquête emploi d'abord, et ainsi de suite. De la même façon, je ne redétaille pas pour tout ce qui est éducation, conditions de vie et santé, mais il y a un certain nombre beaucoup de références, beaucoup de sources. Et de la même façon pour les derniers thèmes, opinion, avec par exemple l'enquête baromètre de l'adresse, l'opinion sur la santé des Français, les enquêtes de conjoncture, etc. Alors là, je fais un petit point pour dire qu'en dehors de toutes ces sources et toutes ces références qui sont donc accessibles à la communauté scientifique, chercheurs et étudiants par notre intermédiaire et donc gratuitement, on diffuse également 3 autres produits ou services qui sont actuellement diffusés par l'INSEE, qui sont en général, quand on passe directement par l'INSEE, on paye ces services. Donc l'avantage là, c'est qu'ils nous ont demandé de déléguer, enfin ils nous ont délégué la diffusion gratuite auprès de la communauté scientifique de ces produits, dont le premier est donc les PSM, ce qu'on appelle les PSM, donc les produits sur mesure. Alors le principe du produit sur mesure, c'est qu'en fait, pour certaines sources, il y a actuellement 19 sources INSEE qui sont concernées, dont le recensement et l'état civil, et un certain nombre de données sur les entreprises. On peut avoir accès via ces PSM à des tabulations, c'est-à-dire qu'en fait on construit entre nous, la DISP est l'intermédiaire entre le chercheur et le producteur, donc l'INSEE, pour construire des tableaux sur des fichiers qui ne sont pas disponibles dans le catalogue de la DISP parce qu'ils sont plus détaillés et trop détaillés, mais qui peuvent quand même être tabulés de manière à ce qu'on sorte des tableaux sous réserve que le tableau, lui, respecte le secret statistique. Donc c'est une façon en fait de faire des tableaux sur des sources plus détaillées que ce que l'on peut trouver en SPR, en fichier production et recherche, mais qui évite d'aller à l'ultime, c'est-à-dire d'aller au CSV pour manipuler soi-même ces données ultra confidentielles. Alors je précise ici que là c'est en fait, ce que vous voyez en bas, ce sont en fait une copie des pages INSEE qui présentent les sources. Il y a la même chose sur notre site, sur le site de la DISP, avec l'avantage c'est que on a pour chaque source les années disponibles. Là on ne sait pas, par exemple pour l'état civil, si on peut remonter à 99 ou si on peut remonter jusqu'à 1938 par exemple. Voilà. Donc, sur le site de la DISP, on a en plus cette information non négligeable qui permet de savoir jusqu'où on peut faire des tableaux, sur quelle source et rétrospectivement pour analyse longitudinale jusqu'à quelle année. Le deuxième produit qui est disponible donc via la DISP et qui est aussi diffusé par l'INSEE directement, mais de manière non gratuite, ce sont ce qu'on appelle les projections de population, réalisées à partir d'un outil qu'ils ont constitué et qui s'appelle ONFAL, et qui permet de faire des projections démographiques à moyen et long terme, en gros 2050, sur 3 types de populations. Soit on fait des projections de population, soit des ménages, soit des populations actives. Et on fait ça à partir du moment où on établit des zonages
sur des territoires d'au moins 50 000 habitants. En dessous, on considère qu'effectivement les résultats ne sont pas fiables. Et on peut faire ça à la fois sur la France et dans les 5 DOM. Et tout ça étant évidemment quelque chose qui est modélisé à partir du dernier recensement, enfin d'un des derniers recensements, le recensement de 2013 et les sources d'état civil. Et donc la personne, si vous vous intéressez à ce genre de produit, l'utilisateur a 3 choses à dire, 3 choses à déterminer: le type de projection, le ou les zonages, en sachant que il peut très bien par exemple prendre un zonage standard tel que les départements ou les régions, mais aussi créer ses propres zones à partir du moment où elles font au moins 50 000 habitants et que ce sont des zones continues. Par exemple, on peut faire des agglomérations de communes, on peut faire Lyon et une partie des communes autour, et ainsi de suite. Et puis on choisira aussi le type de scénario, étant entendu que effectivement l'objet, l'outil ONFAL prévoit 11 scénarios au départ, qui sont en fait des combinaisons entre des hypothèses basses ou des hypothèses hautes ou centrales en termes de fécondité, de mortalité et de migration. Et donc la version, soit on choisit la version légère qui se contente de donner 3 scénarios, le scénario central et puis 2 scénarios un peu extrêmes, soit on choisit de prendre tous les scénarios qui cumulent à peu près toutes les combinaisons possibles entre fécondité basse, haute, etc., mortalité et migration. Enfin, troisième produit qui est distribué aussi gratuitement via l'intermédiaire de la DISP à destination de la communauté scientifique, c'est l'outil métrique, distance métrique. En fait, un produit, là c'est les gens qui demandent cet outil, on leur donne accès à l'outil lui-même, c'est-à-dire qu'ils téléchargent un assez gros dossier, parce que c'est 7 zips, ça représente plusieurs gigas, et ils ont en main ensuite l'outil qui leur permet de calculer les distances et des temps de parcours motorisés, ça ne concerne pas les vélos, d'une commune à une autre, en données supracommunales, ou d'un point à un autre quand on est dans l'intracommunal. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un outil que l'INSEE nous a demandé de diffuser directement pour éviter d'avoir à traiter eux-mêmes les demandes des chercheurs et des étudiants sur le sujet. Et notre travail se limite évidemment uniquement à diffuser le produit, et ensuite l'utilisateur se retrouve avec un guide d'installation du produit et manipule lui-même le produit, fait ses données lui-même. Alors, je ne vais pas détailler là-dessus. Notre travail quotidien, c'est évidemment de collecter toutes ces données, de les documenter, etc. Je voulais juste en revenir à un point sur la documentation, puisque ça a une incidence ensuite sur ce que je vais présenter en termes de description. Quand on parle de documentation des enquêtes, on distingue en interne dans notre métier ce qu'on appelle la description générale des données, c'est-à-dire une description en général de l'enquête, hein, ce qu'est l'enquête, son résumé, quels sont ses objectifs, quel est son univers, etc. Un certain nombre d'informations et de métadonnées indispensables pour comprendre l'enquête dans sa généralité. Et puis on a un deuxième niveau de détail de la description, c'est la description détaillée de toutes les variables dans tous les fichiers de données attachés à l'enquête elle-même. Donc ça veut dire qu'on détaille questions, variables, modalités de variables, les filtres éventuels, etc. C'était une description très précise que l'on assure à la DISP d'une part, mais aussi nos collègues de l'INED et du CLST font la même chose sur leur référence. Alors ce qui est important, si je dis ça, c'est qu'effectivement après, et là je vais en venir à la disponibilité des outils, on agente de sites d'information qui vont, selon les cas, donner tel ou tel type d'information, que ce soit la description générale d'un côté ou la description détaillée de l'autre. C'est pour ça qu'on distingue ici, par exemple, le fait que sur le site de la DISP, on trouvera la documentation générale sur l'ensemble des données, et sur le serveur Nestaradis, que je vais y revenir tout à l'heure, uniquement celle sur laquelle on a eu le temps et pu faire la description détaillée de toutes les variables. Pour finir sur les différents diffuseurs du réseau, il y a donc le CASD, le centre d'accès sécurisé distant aux données,
qui est donc l'infrastructure qui permet, sous contraintes particulières, d'accéder aux fichiers et aux données confidentielles via donc des terminaux sécurisés qu'ils appellent la SD-Box, et qui permet de travailler en fait directement sur les données confidentielles à distance. À aucun moment l'utilisateur n'a propriété, il ne dispose vraiment des données, mais il travaille dessus à distance. Il fait ses tabulations, il fait ses choix, ses filtres, etc. Et ensuite, quand il finalise finalement des tableaux et des sorties de résultats, avant de pouvoir les extraire entre guillemets de la machine et de la bulle CSD, ces sorties sont d'abord contrôlées pour vérifier qu'elles respectent le statistique. Et si c'est le cas, évidemment, il récupère les données ainsi produites. Donc l'avantage, c'est que ça respecte évidemment in fine le secret statistique et la protection des données personnelles, mais ça permet de travailler sur des fichiers extrêmement détaillés qui sont, eux, non anonymisés. Alors, historiquement, ils avaient trois types de sources. Ils avaient des données individuelles et ménages, qui sont en fait peu ou prou le même genre de sources que l'on a également à la DIS, mais évidemment, encore une fois, avec des données beaucoup plus détaillées, par exemple sur le recensement, sur l'état civil, etc., l'enquête emploi. Ils ont aussi beaucoup de données entreprises que nous n'avons pas évidemment, puisque à l'INSEE on considère, et c'est assez cohérent, que l'anonymisation de fichiers entreprises est très compliquée. Et quand elle est vraiment faite, finalement, ça appauvrit terriblement les données. C'est la raison pour laquelle on a très peu de sources de données entreprises, mais que ces données-là sont donc essentiellement accessibles par le CSD. Et puis, ils sont toute une catégorie de données agriculture, puisqu'ils ont un partenariat avec l'agriculture que la DIS n'a jamais réussi à obtenir. Alors, j'en viens là sur un beau diagramme qui permet de voir l'étendue à la fois de la richesse et de la complexité du réseau, puisque historiquement, vous avez bien compris qu'il y en a qui était Produits Fusion qui gère tout ça, quatre diffuseurs, pardon, que sont la DIS, l'INEL, le CDSP, le CSD, qui sont les différents diffuseurs qui ont été intégrés à ce réseau, et que donc chacun a à la fois un site internet, puisque la DIS a un site, l'INEL également, le CDSP, le CSD évidemment. Chacun développe également un site Nestar, que je vais vous montrer tout à l'heure, qui permettent d'accéder aux détails de la description, des variables, etc. Donc, ce sont trois sites indépendants. Et puis, vous avez en plus, pour simplifier tout ça, deux moteurs de recherche actuellement disponibles, qui ont été conçus à deux époques différentes et qui ont donc à la fois un objet et une utilisation très différente, que sont ERDS, l'outil de recherche de données en sciences sociales, et puis la BDQ, c'est-à-dire la base de questions. On va regarder un petit peu les sites en détail. Le TT projet de diffusion, je ne vous montrerai pas dans sa complexité. J'aurai surtout référence à la rubrique recherche et des données, puisque c'est là que vous pourrez trouver facilement l'accès aux deux moteurs de recherche. Si vous êtes amené à faire des recherches pour trouver des sources de données, il faudra aller dans le menu rechercher des données et taper soit sur rechercher soit le moteur ERDS, soit le moteur base de questions. Alors, je ne sais pas, est-ce que peut-être je reviendrai plus tard je reviendrai plus tard là-dessus. Sachez, parce que je pense que je mettrai évidemment à disposition ce PowerPoint, qu'à chaque fois que j'ai mis une petite main, telle que là, ça veut dire qu'il y a un lien internet directement sur le site, enfin sur le texte derrière qui permet d'accéder directement au site concerné. Ensuite, il y a donc les sites institutionnels des quatre partenaires. On a chacun notre site. La DIS, le Sciences Po, donc le CDSP, l'INED et le CSD. Donc, je vais vous montrer un petit peu les différents sites. Est-ce que tout le monde me suit là? C'est bon? Tu fais un signe de moi si tu vas le site? Oui, c'est bon. Ok. Alors, juste aux participants, s'il y a besoin de précision rapide, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat. Nous, on relaiera les questions à Eric. Si d'ailleurs certains veulent, on peut peut-être faire une petite pause ici et
s'il y a des questions qui viennent avant que je détaille un petit peu dans les sites et que je montre un peu comment ça fonctionne. Peut-être qu'il y a des incompréhensions, peut-être que j'ai été trop rapide sur certains points. Alors, Damien vient de réactiver tous les micros. Donc, Ça me permet de faire Des questions ou plus pas? au minéral. bah écoute, je te propose de continuer. Bon. Sauf les données sécurisées, CALD, IA, le laboratoire va payer peut-être un abonnement pour que tu puisses aller consulter. Sinon, tout est gratuit. Ah, alors, je sais, on entend quelqu'un parler, mais je pense que c'est plus un commentaire qu'une question. J'ai vu s'afficher à la fois Isabelle Bloch et ensuite. Oui, c'est manifestement qui commente. J'ai J'ai des mis commentaires seulement. Bon, mais du coup, poursuis, Eric. Hein. Ok. Donc là, j'ai ouvert le site de ADISM. Ça, c'est la page d'accueil du site ADISM, dans lequel vous avez régulièrement toutes les nouveautés qui rentrent au fur et à mesure dans le catalogue. Mais surtout, ce qui potentiellement vous intéresse, c'est le catalogue. Et donc, le catalogue se retrouve dans le menu données disponibles où vous retrouvez à l'intérieur les 10 thèmes, les 10 grands thèmes sous lesquels les références ont été rubriquées. Vous trouverez également sur ce site-là un détail un peu plus précis sur les différents autres produits que je viens de vous expliquer, qui sont les PSM, les projections de population et les distanciers métriques en particulier. Ensuite, il y a un certain nombre de pages générales sur la façon dont on accède aux données, sur le dépôt des données, sur d'autres choses, mais je vais revenir surtout sur la façon dont est structurée l'information, la documentation sur les différentes ressources de notre catalogue. Donc, si je rentre par exemple dans le temps de travail et emploi, vous avez là, en fait, dans cette rubrique-là, l'ensemble des ressources, des sources que vous pouvez trouver qui ont trait évidemment au travail ou à l'emploi. Alors, avec un rubricage par producteur, donc vous avez d'abord les données C, puis ensuite les données d'ARES, certaines données de RES, et ainsi de suite. Là, il y a donc un catalogue, une présentation générale de l'ensemble des sources et des millésimes des différentes sources. Vous voyez par exemple que si vous avez l'enquête emploi, donc là en plus il y a une deuxième page parce qu'il y a tellement d'enquêtes emploi qu'il y a une page spécifique, mais si vous prenez les enquêtes complémentaires, vous allez avoir un certain nombre d'enquêtes et vous allez avoir par exemple pour la difficulté des chômeurs, là je suis arrivé, dans les enquêtes complémentaires emploi, il y a à la fois un millésime 77 et un millésime 118. Et pour avoir le détail de l'information sur une source, plutôt sur une référence, il suffit de cliquer sur le chiffre du millésime, par exemple les conditions de travail 84, je clique et je tombe donc sur une page. Il y a une page dédiée à cette référence. Et c'est le cas de toutes les références du catalogue de la BIS. C'est-à-dire que toutes les références, vous avez ce type de page dans laquelle vous allez trouver d'abord en haut et en tête le titre et le résumé, un résumé succinct, mais un résumé quand même de ce qu'est cette ressource et cette référence. Et puis ensuite, un certain nombre de données un peu plus détaillées sur le producteur, sur la série quand elle fait partie, quand cette référence fait partie d'une série, la citation bibliographique, c'est très important, qui doit être citée dans les ouvrages qui utilisent les données en question. Et puis un certain nombre de données plus techniques sur la date de collecte, sur la couverture géographique des données, sur l'univers, savoir si on travaille, sur qui on travaille. Là, il s'agit de salariés, de ménages ordinaires, etc. L'unité d'analyse, quelle est-elle? Le type de données, s'il s'agit de données d'enquête individuelles, agrégées ou autres. Le nombre de fichiers de données, SAS ou SPSS ou Stata que vous allez obtenir si vous accédez à cette référence. Parce que il y a des sources où il y a, comme ici, un fichier de données, il peut y avoir 30 bases selon la complexité des enquêtes. Vous avez comme ça un certain nombre d'informations générales sur l'enquête. Il s'agit bien, ce que je disais tout à l'heure, de la description générale des enquêtes. Vous avez même le version, puisque je vous ai dit tout à l'heure que certaines références
fait l'objet de mise à jour, soit pour amélioration des données, soit parce qu'il y a des corrections suite à des erreurs constatées. Voilà. Et puis, éventuellement, à la fin de cette page, donc encore une fois, existe pour toutes les références. Donc on a 1300, enfin actuellement à peu près 1300 pages web de ce type-là sur le site pour toutes les références du catalogue. Et vous avez pour un certain nombre d'entre elles, à peu près les 2/3, accès à ce qu'on appelle la documentation des variables, donc la description détaillée des variables sur un site Nestar. Si vous cliquez là-dessus, vous arrivez donc sur le site Nestar, qui est donc en fait issu de notre travail de documentation et qui détaille à fond l'enquête en question. Là, en l'occurrence, puisque j'étais sur l'enquête conditions de travail, si vous voyez peut-être à gauche, j'espère que vous voyez la petite main, ça a ouvert directement les enquêtes conditions de travail, en particulier l'enquête complémentaire emploi 84 sur lequel j'étais. Il faut savoir que le site Nestar, c'est un outil assez frustre, hein, c'est une arborescence ici. Le catalogue est constitué d'une arborescence qui reprend les items de notre catalogue. Et au fur et à mesure que vous dépliez ou repliez, vous obtenez de plus en plus de détails jusqu'à descendre dans la référence qui vous intéresse. Et quand vous êtes dans la référence qui vous intéresse, par exemple, si je reprends mon histoire d'enquête emploi complémentaire, je reviens sur l'enquête conditions de travail, je reprends l'enquête 84, et là j'arrive donc à 2 chapitres qui sont systématiques sur toutes les références présentées, les métadonnées et les descriptions de variables. Les métadonnées, ça reprend en fait ce que vous avez déjà pu lire sur la fiche web qui était sur le site AVIS d'origine, c'est-à-dire les gestions d'études essentiellement, hein, avec à nouveau le résumé, le titre, les producteurs et ainsi de suite. La vraie nouveauté de Nestar, l'apport de Nestar, c'est la description des variables. C'est donc l'autre sous-catégorie, en dessous de métadonnées, qui est la description des variables, et dans lequel là vous allez avoir, alors évidemment il y a souvent énormément de variables, donc on essaye quand même d'ordonner un peu de façon logique et thématique ces variables, donc au lieu de mettre ça d'avoir 600 variables qui se déclinent comme ça dans l'arborescence, on essaie de rubriquer un peu, et par exemple ici, vous allez avoir première rubrique qui est durée des trajets, et dans lequel vous arrivez, là vous avez des petits tildes, ça veut dire que vous êtes en fait arrivé à l'ultime niveau de l'arborescence et que vous allez avoir accès directement aux variables. Et donc, quand vous cliquez sur l'une d'elles, et ainsi de suite, vous allez avoir le droit de savoir quelle était la question d'origine de la variable, éventuellement quelques informations supplémentaires, et puis un tri à plat non pondéré, qui vous donne déjà une idée un petit peu de ce qu'il peut y avoir, ce qu'il y a dans les sources et dans les données. L'avantage, par exemple, c'est, je pense, une fois de plus, je réfère à l'enquête emploi. Si vous cherchez à travailler sur l'enquête emploi et parce que vous vous intéressez aux professions artistiques de la PCS et d'un code précis, la variable P qui est présente effectivement dans l'enquête emploi et qui est donc la variable des professions avec la PCS à 4 chiffres, vous permet de repérer immédiatement si vous avez dans l'enquête emploi 200 individus ou 3000, ce qui vous permet par exemple d'avoir une idée en gros du volume de gens sur lesquels vous pourrez travailler si vous prenez l'enquête emploi spécifiquement pour cette sous-population. Donc c'est quand même un outil très utile qui permet concrètement d'avoir une idée précise de ce qu'on peut trouver dans les données, évidemment sans avoir la possibilité de tabuler ou tout. Mais ça permet déjà quand même de voir non seulement qu'est-ce qui existe comme variable, qu'est-ce qu'on a dedans et éventuellement à partir de quoi elles sont construites. Donc, pour en revenir, je reviens en arrière sur... je n'ai pas plus longtemps à revenir. C'est un peu mieux. Voilà. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'effectivement, du côté de la BIS en tout cas, on a à la fois le site web de la BIS qui présente donc les 1300 références avec pour chacune une page dédiée, et puis pour certaines d'entre elles, une page spécifique, un envoi spécifique sur Nestar qui permet d'avoir une idée plus précise des données et des variables qui sont disponibles dans ces données. De la même façon, vous avez la même chose en fait pour le CDSP et pour l'INED. Si on va au CDSP, d'une manière un peu différente, mais la logique est à peu près la même. Au CDSP, vous allez avoir dans le menu ressources en ligne,
vous allez vous retrouver ici avec, donc c'est une présentation un peu différente, hein. Eux, ils ont un moteur de recherche sur leur site, ce que nous n'avons pas malheureusement à la vie. Donc vous voyez qu'à droite, vous avez les dernières ressources qui sont rentrées, en cette année des livres, des pratiques numériques, Baxit, etc. Donc en fait, tout leur catalogue, c'est à peu près les 300 références, sont comme ça sur plusieurs pages de leur site. Quand vous cliquez dessus, vous tombez à peu près sur le même type de sur le même genre de choses que ce qu'on a sur la liste, c'est-à-dire en fait une page descriptive. Il y a un petit peu moins de détails chez eux, mais en gros un résumé, une fiche technique de méthodologie, etc., etc. Donc ce qu'on appelle la description générale, c'est la même logique, c'est fait à partir de la même logique et de la même cohérence qu'avec la liste. Si je reviens en arrière, vous verrez qu'en plus effectivement ils ont l'avantage d'avoir un moteur de recherche, en tout cas un système de filtre à gauche qui permet d'avoir un peu plus de filtrer en fait l'étendue des 300 références. Je vois qu'ici on en était à 154 et 142. Depuis, ils ont mis 7 enquêtes quantitatives en plus dans leur catalogue, visiblement. Et puis, il y a une 12e enquête qualitative apparemment qui est apparue, parce que j'étais resté à 11 sur les petits observateurs, j'étais resté à 11 sur mon slide. Donc, ils ont également, comme je disais, une page de description générale, et puis, comme nous, ils ont de temps en temps ce qu'ils appellent explorer les données, qui en fait revient à arriver sur leur site Nestar, qui a donc la même architecture. C'est le seul avantage de cette architecture Frust, c'est que vous la retrouverez de façon universelle, à la fois au CDSP, à la DISP, à INED, et même chez tous les producteurs du monde entier, les diffuseurs du monde entier, les archives de données du monde entier qui utilisent Nestar, qui sont assez nombreuses et qui fonctionnent sur la même présentation. Et donc c'est un principe à peu près universel. Quand on a compris cette arborescence, on a tout compris de tous les sites Nestar et de toutes les archives de données en sens social à travers la planète. Donc on a la même chose, on a à la fois les métadonnées et les descriptions variables. Vous voyez que là, je reviens là, c'est à peu près, ça revient à peu près la même chose que ce qu'on voyait tout à l'heure. Là, je reviens sur une question, sur la situation principale du travail. Et là, vous voyez, vous avez également la question, le tri à plat, et voilà. Nos amis d'INED fonctionnent d'une manière légèrement différente. Pour retrouver leur catalogue de ressources disponibles sur le site de l'INED, là vous êtes sur la page d'accueil, il faut aller dans la recherche, et dans la recherche, dans les enquêtes, comme on nous suit. Et là vous allez avoir, alors les enquêtes de l'INED, et là vous allez avoir donc, le catalogue des 65, peut-être maintenant 70 références, je ne sais pas, qui sont donc ici non triés et qui peuvent être triés selon les items qui constituent le catalogue des 65 références. La différence avec nous, c'est que, et avec les CDSP, c'est qu'eux ont choisi de faire simplement sur cette page-là un résumé très succinct et rapide de la référence en question. Et quand on veut aller voir le détail, en fait, on n'a pas d'intermédiaire comme nous avec une description générale sur le site propre. On arrive directement sur le site Nestar de l'INED. Et donc sur le détail des. À la fois, vous retrouvez de toute façon la description générale comme nous on peut le développer ou se DSP sur notre site, mais vous trouvez également évidemment à la fois donc vous voyez description de l'étude par exemple sur cette enquête sur les repas chauds. Description d'études, donc les métadonnées générales, et puis la description des fichiers de données. Là, effectivement, vous tombez à nouveau sur les variables quand elles existent. Alors ça, c'est une petite subtilité. Je vais revenir peut-être du coup, je vais peut-être revenir à mon PowerPoint, puisqu'en fait, on a des stratégies. C'est bien ça la complexité du réseau, c'est que chacun a des stratégies qui peuvent être un petit peu différentes. On a, revenons sur le diaporama plutôt, ce sera mieux. On a des stratégies différentes puisqu'en fait, si on vient sur le site Nestar,
on a choisi, nous, de ne présenter sur le site Nestar que les références qui sont entièrement détaillées. C'est-à-dire que vous avez bien compris que le travail de documentation des données et des enquêtes, des fichiers surtout, est un travail assez fastidieux, qu'il est assez long de produire. Et étant donné le volume de notre catalogue de 1300 références, nous avons actuellement à peu près que 800-850 références qui sont entièrement documentées jusqu'aux variables. Et donc, seules ces 850 références sont disponibles sur le site Nestar, alors qu'elles sont toutes évidemment disponibles sur le site de la liste lui-même. Sciences Po a fait un choix. Eux, ils ont moins d'enquêtes que nous, ils ont 160, donc à peu près données enquêtes quantitatives. Elles sont toutes nestarisées, ils ont réussi à faire, toutes entièrement documentées. Et ils ont réussi à faire l'intégrale. Donc, tout ce que vous trouvez sur leur site en matière d'enquête quantitative se trouve également sur leur site Nestar. Par contre, il y a les données électorales, elles ne sont pas détaillées. Donc, elles ne font pas partie du catalogue Nestar de Sciences Po. Quant à l'INED, ils ont travaillé d'une autre façon. Ils ont nestarisé, ils ont moins d'enquêtes, donc ils ont 65-70 références. Ils ont tout nestarisé, mais ils mettent également, de temps en temps, même quand elles ne sont pas entièrement documentées, ils les mettent quand même sur Nestar, mais du coup, il n'y a que la description générale. Et comme ils ne la présentent pas sur leur site, ça leur permet de la présenter quand même. Et puis, ils mettent également la description des enquêtes qu'ils ne mettent pas à disposition. Donc, vous voyez qu'on a tous, au gré des années et des politiques de chacun, fait des choses un peu différentes qui, évidemment, ne simplifient pas la compréhension des utilisateurs extérieurs. Je vais en revenir à nouveau sur Internet, juste pour montrer le site du CASD. J'arrive pas à monter en haut parce que pardon. Le site du CASD se présente ainsi. Donc il y a une présentation, vous verrez plus en détail ce qu'est le CASD, quels sont les accès, les façons, les conditions d'accès, etc. Chez eux, pour trouver le catalogue, il faut rentrer sur la page d'accueil et aller dans ce qu'on appelle qu'ils appellent les données disponibles. Et là, vous arrivez sur une page dans laquelle il y a également des moteurs de recherche, des façons de filtrer, et vous tombez donc sur les différentes sources avec les différentes années disponibles selon les sources. Par exemple, les DADS, donc les déclarations annuelles des données sociales, l'enquête IFI, etc. Vous avez ici la source disponible, un petit résumé, et puis les données, les années potentiellement disponibles. Eux, par contre, n'ont pas encore fait de documentation particulière sur leurs données, donc il n'y a pas d'informations supplémentaires, mais l'opération d'accès aux données via le CASD étant tellement différente que de toute façon les chercheurs qui cherchent, qui veulent obtenir ces données, en général sont déjà au courant de ce qu'il y a quand ils sont arrivés à ce stade. Ils vont plutôt rentrer dans le détail de leur requête pour pouvoir avoir accès à ces données, pouvoir converser et négocier avec le producteur pour savoir ce dont ils ont besoin. Donc en fait, il y a moins de documentation actuellement sur le site du CASD sur les différentes sources disponibles. Mais encore une fois, c'est moins la priorité dans ce cas utile d'accès. Je reviens sur le diaporama. Donc pour vous dire ici, c'est effectivement ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Hein. Donc la différence de traitement sur les différents sites Nestar, hein, en l'intégrale, une partie, etc. Je notais, c'est ce que je vous ai déjà dit, que la plupart des archives européennes aussi travaillent avec l'outil Nestar pour documenter leurs données. Il faut savoir, je fais juste une incidente, je vais vous raconter un peu, que l'outil Nestar a été un outil qui a été développé à partir de la norme DDI, qui est en fait la norme créée fin des années 90, qui est un standard de métadonnées dédié aux données quantitatives en sciences sociales. Donc c'est un standard qui a été créé à l'international, qui a fait le rubricage que vous avez pu voir en fait sur les différents sites en termes de résumé, description méthodologique, version d'enquête, etc. Donc DDI c'est un standard qui permet de rubriquer et d'agréer toutes les métadonnées indispensables à priori sur une donnée en sciences sociales. Et donc c'est un standard qui a été réfléchi de façon à ce qu'il soit à peu près universellement utilisé et que donc tout le monde utilise
à l'international de façon à ce qu'on se comprenne et qu'on puisse échanger les données. D'où le fait que la plupart des archives de données européennes, mais même internationales, pareil, ça fonctionne la même chose aux États-Unis sur le CPSR par contre, par exemple, ils ont tous un site Nestar qui permet de voir les mêmes genres de données, de métadonnées sur les références et les sources qu'ils diffusent. J'en viens maintenant au moteur de recherche. Donc évidemment, je disais tout à l'heure que ce sont deux moteurs de recherche qui ont des spécificités très différentes, qui n'ont pas été montés au même moment, et qui surtout, et c'est là que c'est important de le savoir, ne tapent pas sur les mêmes ressources dans la documentation que le diffuseur crée. On fait la même distinction que tout à l'heure, c'est pour ça que c'était important de la faire, entre la description générale de l'enquête et la description des questions, variables et modalités. Donc vous avez d'un côté un outil ORDS qui est assez frustre, qui a maintenant quelques petits bugs parce qu'il vieillit, mais qui est encore utile quand même pour débroussailler un peu ses recherches, qui permet de faire des recherches, mais qui ne tape que sur la description générale des enquêtes. C'est-à-dire qu'en gros, si vous faites une requête avec ORDS, votre requête vous enverra sur les références dans lesquelles les mots-clés que vous avez présélectionnés renvoient si elles sont présentes dans le résumé, dans le producteur, etc. A l'inverse, l'outil base de questions, lui, comme son nom l'indique, est un moteur de recherche qui tape spécifiquement sur les questions. Enfin, il y a quand même aussi le résumé de l'enquête, mais juste le résumé, mais essentiellement sur les questions, les variables et les modalités des questions. Donc c'est vraiment 12 outils entre guillemets complémentaires. J'aurais tendance à penser que la base de questions est quand même beaucoup plus élaborée comme moteur de recherche, donc plus riche, mais il ne tape pas non plus dans la gestion générale, donc il y a ce manque. Donc l'idée est de pouvoir utiliser les deux, d'autant que, comme je le disais tout à l'heure, l'inconvénient de la base de questions, c'est que ça n'est évidemment possible que quand l'enquête a été entièrement documentée jusqu'aux questions et variables, et vous avez bien compris que par exemple dans le cas de la DISP, ce n'est pas le cas des autres partenaires, mais dans le cas de la DISP, tout n'a pas pu être documenté jusqu'au niveau des variables, et donc toutes les références ne sont pas derrière le moteur de la base de questions, tandis qu'elles sont toutes référencées dans l'outil ORDS. Alors si on regarde un petit peu à quoi ressemblent rapidement les deux moteurs, je me cherche là. Donc les moteurs, maintenant, ils ont été rassemblés sur le site de Ketley Projet de diffusion, ketley.projetdo.fr. Vous avez dans le menu accéder aux données, le sous-menu rechercher des données, et qui est donc précisément réparti entre ORDS d'un côté à gauche et la base de questions à droite. Et si on veut faire une recherche, on tape avec ORDS, on tape sur faire une recherche, et on arrive sur donc le moteur outil de recherche de données en sens social. Et là, vous voyez que c'est un élément assez simple. On tape des mots-clés et on arrive avec une recherche avancée un peu plus sophistiquée, mais qui, encore une fois, ne tape que sur des... Alors, si je fais, par exemple, j'ai déjà rencontré ça va faire beaucoup de choses. Je vais mettre culture, on va voir ce que ça donne. Je fais culture en mots simples. Et là, on me dit qu'il y a 87 réponses quand même. Donc, c'est intéressant. Vous avez quand même, voilà, l'enquête annuelle Ellipse, donc qui est diffusée par CDSP avec le résumé. Et puis, vous avez donc comme ça 87 enquêtes qui vous sont rapidement présentées. Mais vous pouvez revenir à nouveau à une description détaillée qui revient à revenir sur la page du site, soit du CDSP, soit de la liste, soit du diffuseur qui est derrière la référence en question. Alors, un point quand même important que je n'ai pas dit, c'est qu'autant vous avez compris que le paysage est un peu éclaté pour aller chercher les informations sur les sites, puisqu'il y a au moins 3 sites, le site Avis, le site Email, le site du CDSP, plus le site Nestar, enfin 6 sites déjà. Par contre, il faut savoir que les outils dont je parle maintenant, ORDS et la base de questions, sont communs aux trois diffuseurs. Ça veut dire que ici, c'est pour ça que vous avez ici des références CDSP, mais probablement plus bas, il y a une petite chance de tomber sur des références. Là, en dessous, vous allez
enquête nationale sur les violences envers les femmes. Il va y avoir culture quelque part dans le résumé, et vous avez donc une référence de l'INED, et vous devez trouver sans doute un peu plus bas peut-être des données à 10. Voilà, voilà une en bas. Conditions de vie des étudiants, fichier historique. Donc ça a aussi relancé. Donc l'avantage dans notre paysage éclaté de ces moteurs de recherche, c'est de chercher de façon uniforme et égale sur les références des 3 diffuseurs. D'accord? Alors je reviens en arrière pour dire que la base de questions a ce même avantage de taper sur les 3, vous allez voir tout de suite, lycée, INED, CEDIFOP, etc. Donc on voit bien qu'en fait ici, en termes de producteurs, ce sont les producteurs à la fois ceux que la DIS diffuse, comme l'INSEE, l'INED évidemment elle se diffuse elle-même, le CEDIFOP c'est le CDSP. Et donc ici, vous avez un moteur de recherche soit en recherche simple avec des mots-clés, soit en recherche plus avancée. Je ne vais pas faire le détail, je vous laisserai regarder tout ça. Mais vous avez un moteur qui est un peu plus riche, qui permet de faire des combinaisons plus subtiles. Benoît pourra rajouter des points s'il veut, parce que ceux qui le connaissent peuvent presque mieux que moi, ce moteur. Vous pouvez accéder directement à la liste des enquêtes et faire des recherches dans la liste des enquêtes. Donc encore une fois, ici, vous avez à la fois les 3 producteurs, mais uniquement toutes les références qui sont dont la description des questions, variables et les détails a été faite, ce qui correspond à peu près à l'ensemble des données INED, CDC et à 2 tiers des données ADIS. Oui, c'est un exemple que je présente de temps en temps pour donner à la fois la richesse et la limite du moteur de recherche et de la base de questions. Ça c'est drôle parce que j'ai appris récemment que Benoît utilisait le même genre d'exemple quand il fait ses présentations de moteurs de recherche. Je tape en général la requête cinéma ou au cinéma. Et donc on voit quand on fait ça, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais je vous montre un peu un extrait de ce qu'on trouve. On obtient 157 résultats, ça c'était à l'époque où je l'ai fait, en fait on est à 160 maintenant, et on trouve des choses très différentes. L'intérêt de cet exemple, c'est de montrer que, effectivement, quand on pense au cinéma, spontanément, si on connaît un peu la statulie, on se dit, tiens, ben, puisque ça m'intéresse au cinéma, je vais aller essayer d'obtenir les données pratiques culturelles, et je devrais trouver les infos sur la fréquentation du cinéma, ce qui est d'ailleurs évidemment vrai. Mais le moteur de recherche permet de voir qu'il y a plein d'autres sources dans lesquelles, apparemment, même si on n'y avait pas pensé, on peut obtenir des informations sur le nombre de fois ou sur des choses qui tournent autour de au cinéma. Et donc, vous voyez qu'ici, on a des enquêtes conditions de vie, le PCV, c'est les enquêtes permanentes de conditions de vie, le CRCV, c'est la suite des ressources et conditions de vie, mais vous avez aussi des enquêtes emploi du temps, qui, évidemment, doivent avoir un fond de données sur les emplois du temps, enfin sur le temps passé pour aller au cinéma, etc. Et donc vous avez le détail en sachant précisément quelle est la question qui est posée, le genre de modalité qu'il y a derrière, et puis la population. Parce qu'évidemment, tout ça, selon les enquêtes, c'est pas posé aux mêmes personnes, c'est pas posé de la même façon, etc. Vous voyez qu'il y a d'autres éléments auxquels on n'aurait pas pu penser spontanément. Il y a aussi une question sur est-ce que vous êtes allé au cinéma dans l'enquête handicap santé. Dans l'enquête violence envers les femmes, il y a aussi une question sur est-ce qu'elles sont sorties seules pour aller au cinéma le soir. DP Hebdo qui faisait une enquête sur une population spécifique de mots et de bisexuels en France, il y a également cette question, et ainsi de suite. Vous voyez que ce moteur de recherche peut quand même donner des idées et de sources et de références auxquelles on aurait a priori pas spontanément pensé. Alors les limites actuelles de l'exercice, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, que vous avez vu dans mon exemple, qu'en fait on ne trouve pas les pratiques culturelles, paradoxalement, parce que précisément c'est une source ancienne qui a été très anciennement intégrée dans le catalogue de la liste et qu'elle n'a toujours pas été documentée jusqu'au niveau des variables à ce jour. Et que donc sa documentation ne fait pas partie des sources disponibles dans la base de questions. Et donc paradoxalement, on ne trouvera pas ces enquêtes-là avec la base de questions, d'où l'intérêt de venir de temps en temps nous interroger par mail ou autre pour savoir, pour avoir des précisions, si on ne trouve pas les sources qu'on souhaite.
j'en viens pour finir en fait. Deux dernières pages, juste pour concrètement dire que, eh bien, pour commander des données, on a ce qu'on appelle l'application de commande de Kepley, qui est donc une application qui est également une application commune aux trois diffuseurs que sont la DISP, le CDSP et l'INED, et qui donc permettent gratuitement d'obtenir des données en moyenne entre 3 et 7 jours. Alors l'idée de l'application, c'est simple, il faut s'inscrire, on crée un profil utilisateur assez rapidement, hein, l'essentiel étant de se présenter, de savoir dans quelle institution et sous la responsabilité de qui le chercheur ou l'étudiant travaille. Ensuite, l'utilisateur nouvellement inscrit peut faire une ou plusieurs demandes de données. Il simplement précise dans cette demande un projet de recherche qui donne en quelques lignes les grandes orientations, les grands objectifs de sa recherche et la raison pour laquelle il cherche à accéder aux données qu'il va sélectionner dans sa demande. Ensuite, il signe et remplit les formulaires et nous envoie par courrier et on valide à la DISP comme au CDSP ou à l'INED. L'idée étant surtout qu'on s'assure que les personnes sont bien dans le champ de la recherche et à l'intérieur des institutions reconnues en tant que telles. Et ensuite, quand les données sont validées, donc si la personne ne traîne pas et qu'elle envoie ses formulaires dans les 2 à 3 jours, nous on valide en général entre 2 à 3 jours derrière, donc ça peut faire une semaine maximum. Et la personne à ce moment-là peut télécharger des données, soit en format SPSS, PAS ou SATA, voire CSV maintenant pour certaines références, et puis il y a toute la documentation associée qui permet de travailler sur ces données. J'en ai fini, je crois. Oui, j'avais une page aussi sur le CSV, mais vous verrez le plus en détail sur leur site, en sachant qu'effectivement chez eux c'est plus compliqué, parce que c'est évidemment un temps plus long, il faut s'inscrire, il faut s'enrôler parce qu'il faut comprendre comment fonctionne la SD-Box, il faut avoir une carte qui permet l'accès à la SD-Box avec empreinte digitale, enfin c'est tout un traitement. Et puis surtout, donc c'est forcément plus long pour accéder à des données, et puis ça a un coût, puisqu'effectivement l'accès en fait aux références est gratuit, mais l'usage et l'utilisation de la bulle du service sécurisé est payant. Je m'aperçois que j'avais juste un détail que j'ai oublié de signaler pour finir, et après je vous laisse la parole. C'est de dire Ah, mais je crois qu'on a perdu Eric. Donc, a priori, c'est pour quelques minutes. Il voulait nous dire quelque chose. Donc, du coup, avant qu'il revienne, voilà, je vous invite à intervenir, à poser vraiment les questions que vous souhaitez sur la TJR Projet d'eau, sur les catalogues de données des différents partenaires, et puis aussi, du coup, en particulier sur les catalogues et les services de la DISP. Eric, tu as l'air d'être revenu, j'ai l'impression. Tu m'entends? Je t'entends très bien. Donc, je faisais juste une petite position là, pour inviter les gens à poser Oui, j'ai entendu en fait. J'ai coupé que 13 secondes. Je voulais juste faire un dernier petit point avant de laisser la parole. C'était de dire qu'en tout cas sur le site de la DISP, et je pense que c'est vrai aussi sur le site du CDSP et du NED, j'ai dit un détail quand même qui peut permettre d'aider les gens qui recherchent des données, c'est que sur quand vous prenez n'importe quelle page, donc une page sur une référence particulière d'une enquête, par bien sur enquête complémentaire emploi, difficulté des chômeurs par exemple, en bas, non seulement vous allez avoir effectivement l'accès à la documentation des variables sur Nestar quand elle existe, mais vous avez également la rubrique documentation, documents relatifs à l'enquête, qui, bon là il n'y a qu'une source, mais il peut y en avoir 2, 3, 10, qui sont en fait des documents à télécharger directement, que vous pouvez télécharger directement tout de suite en ligne. Hein, si j'ouvre là, par exemple, je tombe directement sur le questionnaire de l'enquête emploi 77. Ce que je veux dire par là, c'est que donc pour toutes les références du catalogue de la DISP, c'est le cas, encore une fois, je pense au CLSP, à l'INED aussi, vous pouvez, en accès libre, hein, donc évidemment sans aucun engagement ni rien, obtenir et pouvoir consulter, en général au minimum, les questionnaires quand ils existent, et les dictionnaires des variables, qui permet quand même d'avoir aussi une précision et un détail de ce qui se trouve dans les fichiers de données attachés à la référence en question.
Voilà, c'est important parce que ça peut permettre de grossir et de savoir ce qu'on commande. Voilà, cette fois-ci j'en ai fini et je suis à la disposition des questions. Bien, ben, merci Eric pour cette présentation du coup, à la fois de projet d'eau, des catalogues des différents partenaires et puis aussi du catalogue de la DISP. Donc, avant que les questions arrivent, je fais une remarque complète sur la présentation d'Eric. Il y a quelque chose qui est très difficile à comprendre, c'est à quel point c'est compliqué de faire un moteur de recherche pour naviguer dans la documentation d'une enquête. Moi, je le sais à la fois parce qu'ayant participé à la DISP et au réseau Quetelet dans des postes professionnels antérieurs, et à la fois aussi pour être utilisateur aujourd'hui des données, et quand on dit ça à des informaticiens, ils disent mais non, mais c'est très simple, nous les moteurs de recherche, on sait faire. Et en fait, le fait de chercher de l'information, soit dans des aspects très généraux de l'enquête, comme Eric nous a présenté, dans le titre, dans les résumés ou dans les mots-clés, ou d'aller chercher de l'information dans les questions, ou d'aller chercher dans les questions, dans les variables, hein, on pourrait dire que c'est fait après les questions, voire encore d'aller chercher les questions, enfin l'information dans les réponses. Ça fait qu'on a plusieurs niveaux à gérer et que c'est pas évident et que le moteur de recherche, il doit être capable de vous dire, ben voilà, j'ai trouvé 3 fois le cinéma parce que j'ai 3 questions, ou j'ai trouvé 30 fois le cinéma, mais c'est dans des réponses. Et les questions, ça pouvait être, est-ce que vous êtes allé au cinéma comme pratique culturelle, ou est-ce que vous faites un métier qui a un rapport avec le cinéma, est-ce que vous êtes technicien audiovisuel dans le cinéma, ou voire éventuellement, est-ce que vous avez un diplôme qui a un rapport avec le cinéma. Et cette complexité-là, elle n'est pas évidente à modéliser pour les informaticiens, mais surtout, c'est que il faut qu'au préalable, comme l'a dit Eric, les variables, les enquêtes soient documentées jusqu'au bout, ce qui n'est absolument pas le cas pour l'ensemble des données de la statistique publique. Et c'est là où, en fait, il y a un énorme travail qui est réalisé par nos collègues de Projet d'eau, hein, de ce travail de documentation, qui permettent en fait d'alimenter les bases de données et créer des pages web pour qu'on puisse, nous, après, récupérer des données pour faire de l'analyse secondaire. Alors, je vois qu'il y a une question de Sandrine qui revient, c'est, donc là je vais laisser Eric répondre, c'est en fait c'est la question de l'usage pédagogique des données alors, de la DISP ou des autres partenaires à des fins d'enseignement. Donc, Eric, si tu es encore là, je te laisse la main. Ouais. Là, j'ai perdu la fin de ce que tu as dit. En fait, il y a Sandrine à Grenoble qui pose la question en fait, de savoir dans quel cadre on peut utiliser les données de la DISP ou de projets d'eau pour faire des enseignements. Alors, je pense notamment à des enseignements je crois que c'est une question d'enseignement de statistiques ou de formation à des logiciels. Et pour reprendre la formation, c'est dans quelle mesure on peut utiliser les données de la DISP pour faire travailler nos étudiants sur des vrais jeux de données. C'est sûr que c'est plus intéressant des fois, souvent même, de les faire travailler sur des vraies données d'enquête, sur des petits fichiers pédagogiques, bien rectangulaires, bien propres. Alors, en théorie, actuellement, dans les conventions prévues avec les producteurs, il y a une sorte d'ambiguïté. On est censé ne pas diffuser quand il s'agit réellement de simple utilisation à usage d'indication à R, par exemple. Là, on considère qu'il n'y a pas de projet de recherche ni de mini-mémoire de recherche derrière, et donc, a priori, on ne diffuse pas. Ça, c'est le point de vue de la DISP, hein. C'est un peu différent au CDST, qui sont comme une politique un peu plus large de diffusion des enquêtes, mais en tout cas, à la DISP, c'est effectivement plutôt sous cet angle-là qu'on voit la chose. La diffusion auprès des étudiants de master, de notre côté, voire de licence, a priori se limite à un cas où les enseignants font travailler les étudiants en seul ou en groupe, mais sur des mini-mémoires de recherche, hein, avec un objet, une question de recherche peut-être très simple, mais qui existe et qui leur permet de faire une demande un petit peu dans l'esprit de ce qu'on demande pour les chercheurs,
quand ils remplissent une requête sur l'application de commande. Donc c'est ça actuellement la politique de la liste, en vertu des conventions qui sont signées avec les producteurs. Actuellement, il y a une réforme de la procédure de diffusion et on s'interroge précisément, on a mis sur la table, auprès de l'INSEE bien sûr d'abord, l'idée de l'enseignement et des fichiers pédagogiques. Alors on a deux angles en fait là-dessus. On a un angle vraiment, est-ce qu'on fait des fichiers pédagogiques ou pas? Et alors, avec la limite que Benoît disait, puisque effectivement, il a l'air de sous-entendre, c'est pas forcément faux, que les fichiers pédagogiques, c'est pas des vrais fichiers, ils sont peut-être inétablis, ils sont peut-être tout propres, ils sont peut-être trop sommaires, on peut réfléchir à des choses plus complexes. En tout cas, l'idée, c'est d'ouvrir effectivement un certain nombre de sources, pas énormément, mais quelques sources, pour permettre l'usage précisément à d'autres usages qu'actuellement, c'est-à-dire l'utilisation de ressources statistiques, de R, de SAS, etc. Voilà, ça c'est un des angles. Le deuxième, c'est de pouvoir éventuellement, ça c'est un côté plus pratique pour les enseignants-chercheurs, de pouvoir éventuellement grouper une demande au nom d'une classe, d'une vingtaine d'étudiants par exemple, de façon à éviter la procédure actuelle qui est un peu lourde, puisque l'accès, je ne l'ai pas dit, mais les accès étant accordés à titre individuel hein, sur la plateforme de commande, c'est comme ça, c'est un individu s'inscrit et fait son projet de recherche. Quand c'est un cours entier, les 20-30 étudiants doivent faire leur requête, donc ça prend un peu de temps. En général, les profs se consacrent 1 à 2 heures d'un télé pour faire inscrire et faire leur demande aux étudiants. C'est un peu lourd. On se demandait s'il n'était pas possible d'anticiper ça et de faire en sorte que l'enseignant, même si les gens ensuite font leur demande individuelle, mais en tout cas, en amont, les chercheurs fassent une demande groupée avec la liste des étudiants pour pouvoir anticiper que les choses se passent plus vite. Voilà. Ça, c'est la deuxième chose, c'est un côté plus technique et pratique, qui est en cours de discussion avec l'INSEE pour une application dans les 2 années à venir, éventuellement, si c'est accepté. Bien. Benoît aura des choses sur les fichiers pédagogiques, parce que je disais que c'était une piste qu'on avait et tu avais l'air de sous-entendre que c'était un peu, c'était presque trop propre ou trop limité et que c'était pas des vraies données entre guillemets. Ah, alors attends, ouais, en fait, je pensais plutôt à des fichiers pédagogiques qu'on est amené à créer, enfin, des fichiers fictifs où il n'y a pas de non-réponse, où toutes les variables sont bien codées, il n'y a pas de travail à refaire. Oui, c'est vraiment très nettoyé, quoi. D'accord. Oui. Non, il s'agit vraiment il s'agit vraiment de simplement prendre des vraies données, donc l'enquête emploi, le premier exemple qui est venu, la personne qui gère ça avec moi au sein de l'INSEE, qui est Muriel Roger, que tu connais, qui a donc soulevé cette problématique. Elle pensait aux enquêtes conditions de travail, donc elle pensait vraiment à prendre enquête conditions de travail dans son état actuel, simplement en limitant sans doute les variables, en donnant un certain nombre de variables type, etc. Enfin, en fait, faire un sous-fichier, mais qui ne soit pas plus nettoyé pour autant. Enfin, ne serait-ce que parce qu'on n'a pas... je pense que la négociation avec les producteurs, il faut bien comprendre que constituer des FPR pour les producteurs, c'est déjà un peu de temps. Donc c'est une pression, des coûts, de temps, des coûts, etc. Ils sont déjà, donc, en tout cas, entre guillemets, ils font déjà l'effort de faire des FPR. La chose serait plus simple de déposer des fichiers bruts au CSD et laisser le CSD s'occuper des problèmes de confidentialité. Donc l'idée de redemander des fichiers supplémentaires, il ne s'agit pas de leur demander des fichiers qu'en plus ils auraient nettoyés, retravaillés dans tous les sens, ils ne le feront jamais. L'idée c'est éventuellement de prendre des fichiers et leur dire on conserve ces 70 variables là et on en fait un fichier pédagogique. C'est plutôt ça l'idée, et que ça ne leur fasse pas vraiment un travail supplémentaire, mais qui permet par contre au réseau de diffuser de façon plus large Ah, zut. Alors, on a reperdu Eric. Mais effectivement, c'est vrai que des fois, si je prends par exemple l'enquête emploi, un des fichiers de l'enquête emploi en continu, c'est un fichier au niveau individuel où il y a entre 40 et 60 000 lignes et il peut y avoir jusqu'à 500 ou 600 variables.
se présenter ce genre de fichiers à des étudiants qui débutent dans l'analyse de données, qui débutent sur un logiciel de statistique, c'est pas évident. Et c'est vrai que des fichiers pédagogiques pourraient être conçus en réduisant énormément le nombre d'observations, en refaisant un tirage dans le fichier de données, en ayant, je sais pas, quelques milliers de lignes, et puis une trentaine ou une cinquantaine de variables pour faciliter la manipulation. D'ailleurs, il me semble que ça avait déjà été une idée qui avait été lancée à l'époque du centre Quetelet, mais ça, on pourra peut-être en rediscuter plus tard. Je reviens juste sur la finalité d'usage des fichiers diffusés par la DIS. Il y a une autre manière de concevoir, de lire et de bien comprendre en fait, l'usage avec lequel il est délié, c'est de se dire que les fichiers sont diffusés pour qu'on produise de la connaissance scientifique. Donc évidemment, ça peut concerner les chercheurs et les anciens chercheurs, ça peut concerner les personnels d'appui qui travaillent sur des projets de recherche, mais ça concerne du coup aussi des étudiants à partir du niveau de master ou dès lors qu'ils rédigent un mémoire qui peut être consulté en ligne sur une problématique scientifique. Ah, Eric, tu es en train de nous partager ton... Oui, mais c'est ça, parce qu'en fait, je suis en train de chercher le numéro de téléphone pour pouvoir vous contacter par téléphone pour faire un problème. Ah. Alors, du coup, ton application... Je fais autre chose. C'est pas grave, c'est parce que j'essaie de... Tu peux m'envoyer... Non, j'essaie simplement de... Ou alors tu m'enlèves l'accès, tu t'enlèves l'accès à mon ordinateur à tous et puis voilà. Ok. Écoute, on a récupéré tes numéros de compte, c'est pas mal. On peut s'arrêter là. Ok. Donc voilà, une autre manière de le dire, c'est de se dire, voilà, c'est je récupère des données auprès de la DIS pour produire de la production scientifique. Alors, du coup, je continue, je réponds un peu aux questions d'Eric. Eric a parlé très rapidement de ce principe de documentation de données d'enquête qui était DDI. Ah, alors attendez, parce qu'en fait, je vois que Eric, on voit toujours ton... Attends. Faut que j'arrête de partager en fait. En fait, il n'y a que Eric qui peut arrêter de partager, quoi. Ah, Parce que si c'est nous, ça risque d'avoir du mal à se reconnecter. Du coup, voilà. Cette norme de documentation, en fait, elle a été établie par le milieu académique, hein, essentiellement les universités nord-américaines, pour documenter des enquêtes en sciences sociales qui étaient produites par les universités. Et c'est pas du tout une norme qui a été adoptée par les producteurs de la statistique publique en France, notamment pas par l'INSEE, et également au niveau européen par tous les offices qui sont chargés de mettre en place, par exemple, les enquêtes emploi européennes. Donc en fait, parce que donc on a une question qui porte sur un moteur de recherche harmonisé sur l'ensemble des enquêtes européennes. Il faut que le moteur de recherche fonctionne sur un principe de documentation qui soit commun. Et donc pour l'instant, c'est le cas au niveau de ce qu'on appelle le consortium européen des archives de données européen, donc, qui est le CESDA. Donc c'est le consortium auquel appartient Progedo, où on a à peu près l'équivalent de l'ADIS ou de l'INED, où les producteurs d'enquêtes en sciences sociales participent et utilisent le même principe de documentation. Mais encore une fois, on a encore cette histoire de documenter les variables, de documenter les enquêtes jusqu'au niveau variable pour savoir si, quand on fait une recherche, est-ce que l'enquête existe, est-ce que l'enquête ne remonte pas parce qu'elle n'existe pas et ne traite pas de cette question, ou est-ce que l'enquête ne remonte pas parce que la documentation n'a pas été faite jusqu'au niveau des variables. Mais effectivement, là, il y a un véritable enjeu et challenge qui devrait être relevé, quoi. Alors, je ne sais pas si ça répond précisément à la question d'Ex, mais en tout cas, c'est un des premiers éléments de réponse. Du coup, je ne sais pas si, Eric, tu peux revenir ou pas? Oui, je suis là toujours. Ah, d'accord. Non, je suis là, je n'ai pas bougé. J'ai enlevé le partage, mais je suis toujours ici.
L'autre question, ça porte sur le. Alors là, j'ai un peu. Enfin, je comprends la question. C'est sur le big data. Est-ce qu'il existe des bases de données mises à disposition à partir des données du big data, enfin du web entre guillemets? Là, il y a donc la réponse. Enfin, je pense qu'elle est négative. En fait, les sites sont propriétaires de leurs données et en fait, il faudrait des accords de mise à disposition, de redistribution des données du web via Progedo. Donc pour l'instant, je ne pense pas que ce soit à l'ordre du jour. Mais après, je confirme pour l'instant. Ouais. Parce qu'effectivement, en général, c'est ça. Effectivement, c'est déjà un traitement différent parce que c'est pas du tout les mêmes volumes, c'est pas du tout les mêmes éléments, probablement beaucoup moins structurés ou en tout cas de façon très différente pour certaines d'entre elles. Et surtout, c'est beaucoup de données privées. Donc là, on a quand même affaire à le catalogue Ketley et la destination de Ketley, c'est quand même la statistique publique au sens large, y compris statistique et recherche académique, puisque c'est plutôt comme ça qu'on qualifie, par exemple, le catalogue du CDSP pour les enquêtes sociopolitiques et autres. Donc c'est quand même la stat publique et la recherche académique donc produite par les universités et la recherche française. Du domaine public qui a vocation à retourner au public entre guillemets. D'où d'ailleurs les volontés d'open data et de diffusion la plus large possible d'un certain nombre d'enquêtes, de dossiers d'enquête qui étant financés sur fonds publics doivent revenir entre guillemets au public. Donc c'est très différent et là on a des données privées, des données massives qui sont pour l'essentiel d'entre elles, ce que disait Benoît, essentiellement des données privées d'opérateurs, Google ou autre quoi. Alors, dans le chat, il y a une remarque là, effectivement sur le site web des producteurs, enfin, notamment de l'INSEE, il y a des fichiers qu'Eric a présentés comme fichiers standards qu'on peut récupérer et utiliser pour dans des enseignements de statistiques, de formation, soit à l'année secondaire, soit des formations à des logiciels ou à des méthodes statistiques. Justement, sur les fichiers standards, je pose une question, même si je crois j'ai un peu la réponse. Est-ce que quand l'INSEE, par exemple, corrige ces fichiers standards, elle vous avertit et vous, après, par la suite, vous réavertissez les utilisateurs qu'il y a eu des mises à jour de réaliser? Alors, justement, c'est une excellente question parce que sauf erreur de ma part. Alors, les fichiers FPR, donc ceux qu'on diffuse, qui ne sont pas diffusés en open data, c'est aussi des l'INSEE ou autres. Donc, effectivement, on a des versions différentes au fur et à mesure qu'elles sont améliorées, corrigées, etc. Et nous, quand on fait une nouvelle version, l'application commande qui est derrière, quand on retélécharge en fait la nouvelle version, on produit automatiquement, enfin quasiment automatiquement, parce qu'on a une procédure automatisée de récupération de tous les utilisateurs qui ont commandé ces données-là depuis que l'application de commande existe, donc depuis 2014 maintenant, et prévient tous ces utilisateurs de l'arrivée d'une nouvelle version qu'ils peuvent à nouveau télécharger, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand une demande a été validée quand une demande a été validée, donc un utilisateur a accès à ces données, il a accès à ces données et à ces demandes sans aucune limite de temps. Donc il peut revenir 4 ans après, retélécharger les données qu'il a perdues, qu'il a scratchées à l'époque, etc. Et revenir dessus, et en particulier pour obtenir une nouvelle version dont il a a priori été prévenu. Ça c'est le premier point. Je fais une petite parenthèse quand je dis qu'il peut récupérer ces données 4 ans après. En théorie, une demande est dédiée à un projet. Si la personne refait un autre projet, même avec les mêmes données, il est théoriquement censé faire une nouvelle demande pour nous avertir de cette nouvelle recherche. J'insiste là-dessus, bon, parce que c'est la légalité, c'est la loi, c'est en théorie comme ça que ça fonctionne. Par ailleurs, j'insiste sur ce point, sur les futurs potentiels utilisateurs, c'est aussi important pour nous de savoir ce qui se fait avec les données et d'avoir le volume d'utilisation de ces données. Il faut savoir que la diffusion et le service de la liste en temps de crise, on va dire, est questionné régulièrement pour savoir l'utilité réelle de tout ça.
On a eu récemment une descente une redescente des avis ministériels sur le sujet. Ils voudraient absolument avoir maintenant des comptages assez précis des publications, des choses comme ça, pour savoir qu'en gros si le dispositif a un sens et sert à quelque chose. Donc tout, évidemment, nous on est, nous, au nom des chercheurs, plus on manifeste de connexion, d'utilisation, de retour et de demande, et plus le dispositif est légitime. Donc j'incite, l'idée n'est pas tant légale, si vous voulez, pour inciter les gens à faire vraiment toutes les demandes quand ils ont bien les données, mais surtout une assurance que le service sera pérenne dans les années qui suivent. Bon, il n'y a pas de risque de disparition à court terme, hein, c'est pas ça que je veux dire. C'est simplement qu'effectivement, plus les gens déclarent leur utilisation et plus ils auront accès, c'est pas nous, hein, c'est eux, ils auront accès à des données par la suite. Et pour finir sur l'idée de la mise à jour des fichiers standards, il faut bien savoir aussi une chose, c'est que autant les FPR chez nous sont mis à jour régulièrement par le producteur de lui-même parce qu'il fait les améliorations et nous en fait part, soit parce qu'on l'a sollicité sur des soucis qu'on a rencontrés dans les données et que les utilisateurs ont rencontrés, autant sur le site. Ce qui est diffusé sur le site est en général diffusé définitivement. C'est-à-dire que si, en gros, le fichier standard de l'enquête emploi de 2014, même s'il y a des erreurs manifestes dedans, il n'est a priori pas mis à jour. Et donc, il n'est pas mis à jour et il n'a pas vocation à disparaître non plus. Alors ça c'est très compliqué. Ça, c'est quelque chose, c'est un grand mystère que l'on ne maîtrise pas nous-mêmes. Il n'y a pas de règle visiblement à l'INSEE sur qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je conserve en profondeur historique. Ouais. Donc il y a des sources sur lesquelles il y a des remplacements quasi automatiques. D'une année sur l'autre, les choses disparaissent. Il y a des sources sur lesquelles on empile. Sur lesquelles l'INSEE empile les années après les autres et elles sont encore disponibles. Des fois un certain temps, des fois... Enfin, le nouveau site, il est encore récent, hein, il a 2-3 ans. La politique était un peu différente avant. C'est très compliqué. Précisément, nous, si on récupère un certain nombre de choses standards sur le fichier, je ne l'ai pas dit, mais c'est important, notre catalogue, il est à 85-90% entre guillemets fichiers FPR, c'est-à-dire des fichiers qui ne sont pas accessibles en open data et qui nous sont donnés directement par les producteurs pour une diffusion restreinte entre guillemets à la communauté scientifique. Mais on fait le travail aussi de récupérer un certain nombre de fichiers standards. Je pense à, par exemple, tous les recensements le recensement rénové, tous les fichiers détails que l'on diffuse nous, sont des fichiers qu'on peut trouver, qu'on pouvait trouver en théorie sur le site de l'INSEE en libre accès. La seule différence, c'est que nous, précisément, on fait ce travail régulier qui fait qu'on garde la profondeur historique qui n'est pas toujours assurée par les fournisseurs, par les producteurs, en particulier par l'INSEE. Ça dépend des sources. Alors encore une fois, sur le recensement, on trouve encore plusieurs années. Il y a des enquêtes sur lesquelles on trouve plus les années précédentes. Et donc, après, si on fait ce travail de téléchargement et de diffusion de ces données, c'est pas tant parce qu'elles sont originales, c'est parce qu'on conserve la profondeur historique. Et je pense que c'est important, et les gens, même à l'INSEE, les gens en sont gré, d'autant plus que le nouveau site de l'INSEE, pour ceux qui le pratiquent, a un grand inconvénient, c'est qu'en termes d'URL, il n'a plus aucun sens. Avant, les gens un peu habitués savaient que même si l'enquête, par exemple, si on avait accès au recensement 2013, on savait que dans l'URL, il y avait en général RP 2013. Si on changeait ça en 2012, même si les pages étaient plus affichées sur le site, en fait, elles étaient encore en ligne. Et donc, on pouvait choper les pages 2012 dans les pages 2011 et ainsi de suite. Maintenant, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, les URL, ça s'appelle en général /information/ avec un nombre à 17 chiffres qui n'a à peu près qui n'a strictement aucun sens. Donc il est exclu de pouvoir retrouver une année ancienne quand on n'a pas conservé l'URL entre temps. Même si elle existe encore, on n'a aucune chance de tomber dessus. Donc d'où l'intérêt pour nous de stocker un certain nombre d'archives dans ce genre-là. Ça répond à ta question, Benoît ? Oui, moi ça répond à la question. Parce que du coup, ça m'invite à faire plaider pour vraiment la création d'une communauté dans les sciences sociales d'utilisateurs pour
pour pouvoir faire remonter les points de vue et arrêter d'être des usagers, utilisateurs passifs des données, de manière où on a besoin d'aller discuter avec les producteurs de la statistique publique et qu'on puisse quand même arriver en force pour faire entendre notre point de vue. Je fais une remarque aussi là sur alors les serveurs Nestar que tu as présenté. Faut bien voir que l'intérêt des serveurs Nestar, c'est de pouvoir avoir en fait une navigation web dans la documentation des enquêtes. Alors soit plutôt que d'avoir le PDF du questionnaire ou le PDF du dictionnaire des codes, ça permet aussi on a pour une question une variable. On a son label, son nom. On a aussi la question à laquelle à laquelle la variable se rapporte. Et aussi, on a les réponses et puis on a les effectifs bruts. Hein, combien il y a de personnes qui ont pris telle ou telle valeur dans le fichier. Et ça, c'est très intéressant parce que pendant longtemps, on pouvait demander des jeux de données sans trop savoir si on allait pouvoir trouver la population qui nous intéressait. C'est-à-dire que, par exemple, si je m'intéresse à une profession spécifique comme les infirmières libérales, il ne suffit pas que les infirmières libérales soient présentes en tant que modalité dans la nomenclature d'emploi. Il faut aussi que dans le fichier, il y ait suffisamment d'infirmières libérales pour que je puisse travailler dessus. Si dans mon fichier de données, il y en a 50, je vais peut-être être beaucoup moins intéressé que si il y a 3000 infirmières libérales dans le fichier, et là, je vais pouvoir faire des exploitations. Et ça, c'est vraiment l'intérêt des serveurs Nestar, c'est que ça permet déjà d'avoir une idée du nombre de personnes qui sont concernées par telle ou telle modalité ou voire telle question, quoi. Voilà. Sachant qu'il y a une remarque en plus aussi, effectivement, sur les serveurs Nestar, c'est que le serveur Nestar était vraiment en fait, à la base prévu pour faire de la stat en ligne, c'est-à-dire tenir compte d'une variable de pondération ou pas, de faire des tri à plat, voire même je crois qu'on pouvait aller jusqu'à faire des régressions avec Nestar. Ouais. Très croisé au moins à 2 degrés et quelques régressions, ouais. Absolument. Le CDSP le propose sur un certain nombre de... Après, c'est également un choix optionnel sur le site, sur l'outil et sur le site Nestar. Le CDSP a fait le choix, en tout cas sur les données électorales, je crois aussi sur un certain nombre d'enquêtes quantitatives, d'ouvrir l'outil en question, que j'ai pas présenté donc, tout à l'heure, mais qui dans la barre de menu, on a un petit outil, etc., qui permet d'ouvrir un petit tableur dans lequel on glisse assez facilement les variables, etc., voire les variables pour la régression. Qui permet d'ajouter une pondération si on a une variable de pondération dans le fichier. L'INED l'autorise aussi, dans une certaine mesure. Par contre, c'est vrai que j'avoue ne pas avoir insisté dessus, puisque la liste ne le présente pas. A priori, Benoît me contredira peut-être. J'ai le sentiment qu'historiquement, la question a été close par prudence avec les données de l'INSEE qui ne souhaitaient pas qu'on puisse... en accès libre, puisqu'encore une fois, les données qui sont derrière, en tout cas pour les fichiers FPR, sont des fichiers à diffusion restreinte, ne puissent pas faire l'objet de recroisement et de réidentification, même si c'est probablement impossible. Mais en tout cas, par prudence et par sécurité, l'option n'a pas été ouverte sur le site ADIS, puisqu'encore une fois, le site Nestar, à la différence de ça, le site Nestar, il est en libre accès. Il n'y a aucune limite et contrainte pour rentrer dans le site Nestar et regarder les tri-appels de questions. Tu confirmes, Benoît, ou tu affirmes ce que je raconte? Non. L'idée, c'est ça. Après, il y a des détails techniques, mais en fait, il fallait refaire une procédure, une licence particulière. Vu que ça ouvre un accès au fichier, il fallait créer une licence d'usage particulier pour ces données. Mais effectivement, chez certains diffuseurs, on peut, sur le site Nestar, faire des tri à plat ou des tri croisés sans problème. Alors, je reparcours le chat ou les questions pour voir s'il y a des demandes de précision, mais j'en vois pas. Et Eric, tu partages plus aucun document. Hein. Si tu veux remontrer des choses, il faut que tu remontes un... Ouais, je remonterai dans ce cas-là, ouais. Je confirme. Vous êtes en manque, vous pouvez...
Et je représente une slide. Non, non, c'était juste enfin, au cas où. Ouais. Non, non, j'ai vu que je partageais plus mon carnet d'adresse. Je sais pas. Non, Damien, tu voulais poser une question, non? Non, j'ai bon. Je croyais avoir vu. Désolé. Non, non, c'est bon. Euh, euh, si, du coup, Eric, moi j'en ai une sur Métrique. Ouais. En fait, c'est quelque chose que j'ai vraiment pas trop regardé, moi. C'est donc du coup, si j'ai bien compris, on récupère le logiciel en fait du coup qui construit sur R et sur QGIS et on le commande une seule fois pour l'ensemble de nos recherches. Et après, on rentre enfin, une commune de départ, une commune d'arrivée, et on a des temps de trajet qui ont été calculés automatiquement. Ouais. Alors, c'est un outil pour des géomaticiens ou c'est un outil pour des gens qui ne sont pas du tout experts et qui est assez facile à prendre en main? Je pose une colle, j'avoue que je l'ai jamais ouvert moi, parce que la personne qui a traité ça, c'est Aleka, quand on l'a eu, et puis on n'y a pas vraiment retouché, donc je ne saurais te dire si c'est très compliqué à utiliser. J'ai pas le sentiment. J'ai l'impression que le coût d'entrée, c'est un petit peu long à récupérer, à installer, à comprendre, mais après, techniquement, de mémoire, ce qu'avait l'air de me dire Alexia, c'était que c'était assez simple d'utilisation ensuite. Parce que ça, du coup, c'est un vrai problème. Enfin, nous, c'est à chaque fois qu'on veut évaluer des distances enfin, ou des temps de trajet, enfin, ou des distances, par exemple, notamment dans l'étude des relations personnelles, on se dit, non, on va pas demander où habite le copain ou la personne qui peut venir en aide, parce que ça va être trop compliqué. On va demander des temps de trajet à peu près, il peut être immédiatement disponible, il a moins de 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, et puis plus. Et en fait, je suis en train de me dire, il faudrait que je regarde ça d'un peu plus près pour voir si, du coup, c'est pas plus simple de demander carrément la commune de résidence, et après du coup, de mettre en œuvre le temps de distance avec métrique, quoi. Ah, j'ai l'impression qu'on a reperdu Eric. Moi, si je parle, est-ce que je me vois? Non. C'est bizarre parce on a l'impression qu'il y a l'icône de son micro qui s'active. D'accord. Mais je confirme que j'entends rien. Ouais. Donc, Eric, je pense qu'on t'a reperdu. Du coup, je reparcours les questions. Je pense que je suis revenu là, non? Ah oui. Ouais. Donc, c'est Ada qui a gentiment mis les documentations du guide distancié. Ouais. Voilà. Donc, effectivement, tu as le guide aussi que tu peux consulter. J'avoue que j'en sais plus. Ada est en train de découvrir en direct, visiblement. Page 8. Ada, c'est notre nouvelle collègue sur la plateforme de lead. D'accord. Voilà. Qui a remplacé, qui a succédé à Marie Cross. Donc, oui, voilà. Donc, c'est effectivement, j'ai le sentiment que c'est pas un outil très compliqué. Avec le fait, et là aussi, je n'ai pas le détail, mais on peut aussi faire de l'infracommunal si on a des données géocalisées soi-même. Donc, effectivement, là, tu peux faire à l'intérieur de la commune des temps de transport éventuellement. Ça s'appelle. D'accord. Il n'y a pas uniquement de commune à commune avec pour caricaturer. Donc, et ça a été mis à jour depuis en sachant qu'en plus, on va avoir 80 km/h sur les routes. Justement, c'est ça. J'étais en train de me faire une aparté ironique, puisqu'effectivement, ils nous ont prévenu qu'il y aura une prochaine mise à jour à cause des 80 km/h, mais je pense qu'étant donné que le chantier va être remis à plat, je me demande s'ils ne sont pas en train de se dire que c'est pas la peine de faire une version 2 pour faire la 2 bis dans 3 semaines et demie, quand chaque conseil général aura décidé de ces tronçons à 90.
Donc je ne sais pas où ils en sont. Mais effectivement, il était question, ça m'a été posé par un utilisateur récemment. Actuellement, elle ne prend pas en compte les 80 km/h, mais évidemment, parce qu'elle date de 3 ans, mais ils sont en train de travailler dessus. Donc avec la limite, ce que je viens de dire, c'est-à-dire les éventuels retours en arrière sur certaines routes, si ça doit avoir lieu. Voilà. Bon, ben, du coup, je pense qu'on va tous aller se renseigner sur Métrique. Ouais. Il y a Ada à Lille, il y a quelqu'un qui travaille dessus apparemment. D'accord. J'ai vu que Isabelle Bloss a signalé que donc que la classe allait déconnecter, qu'effectivement ils avaient, pour faire la stricte formation SAS, ils avaient pris des fichiers sur le site de l'INSEE, que ça leur avait suffi, et qu'ils allaient par contre faire des demandes pour faire des recherches un peu plus pointues sur les petits domaines de recherche. Donc effectivement, moi j'ai le sentiment quand même si ça peut être un peu frustrant, qu'il y a quand même beaucoup de données sur le site INSEE, sans compter ce qu'on trouve aussi sur data.gouv, des données d'ARES, des données de RES, enfin il y a quand même des choses qui peuvent quand même permettre de faire de la formation SAS ou WARE avec des choses qui ne sont pas totalement nulles non plus. Même si plus agrégées, même si d'un certain côté évidemment moins fines. Effectivement, ça, l'époque, enfin, je veux dire, la réflexion qu'il y avait eu sur les fichiers pédagogiques, je crois qu'elle remonte quand même aux années 2001, enfin 2001, 2002, 2003. À l'époque, il n'y avait rien sur le site, quoi. Et voilà, il n'y avait rien sur le site, et c'était vraiment aussi l'idée de... Et puis en plus, on n'avait pas des ordinateurs forcément aussi puissants, donc c'était... il y avait comme une contrainte de taille de fichier sur l'idée de faire des fichiers pédagogiques, quoi. Bien sûr. Donc, eh ben, écoutez, s'il n'y a plus de questions ou de demandes d'intervention, je pense qu'on va pouvoir libérer Eric. Alors, le prochain tuto, on va revenir plus en détail sur cette norme DDI, sur ce principe, cette norme de documentation des enquêtes. On aura des collègues du CDSP qui interviendront pour nous présenter voilà, toute en fait, l'architecture qu'il y a derrière ces pages web de la DISP et quels sont les principes qu'on prend en compte pour documenter des enquêtes quantitatives en sciences sociales. Donc ça sera un tuto qui aura lieu le 14 mars à 14h30 comme aujourd'hui. Si vous avez plus de questions ou d'interventions, je vais redonner la parole à Eric, peut-être s'il veut conclure, mais en tout cas j'en profite pour le remercier et puis vous dire à bientôt. Viviane ou Damien, je ne sais pas si vous avez des remarques ou des questions. Non, merci beaucoup. Merci Eric, c'est très clair. Bon, bah Eric, je te laisse le mot de la fin. Oui, merci. Encore une fois, merci pour cette invitation. Et pour tous ceux qui sont encore à l'écoute, je peux simplement dire que, évidemment, alors je laisserai évidemment le PowerPoint qui résume tout ça, qui donne un certain nombre de liens Internet, etc., qui permettra de retrouver les sites qui peuvent se trouver, mais bon, disons que c'est encore plus simple quand on a les liens. Et que par ailleurs, évidemment, l'équipe de la DIF, c'est-à-dire en fait moi et Lorraine Adam, nous sommes évidemment disponibles pour répondre à vos questions, compléments de questions et d'informations sur ce que vous voulez savoir sur Projet d'eau, le catalogue, les accès, etc. Et notamment via l'adresse générique, notre mail générique qui nous permet qu'on reçoit tous les deux, et qui est donc diffusion, comme la diffusion singulier, diffusion.adisp, @cnrs.fr. Voilà. Donc n'hésitez pas, on est là pour ça, et à votre disposition pour répondre à des compléments ou d'autres questions sur les données en général. Voilà, et merci beaucoup d'avoir suivi jusque-là, et puis très bientôt. Bien, merci Eric.